Je vais donc maintenant introduire Alain Fischer. Je pense que tout le monde, on dit toujours tout le monde connaît Alain Fischer, mais là je crois qu'effectivement tout le monde connaît Alain Fischer. Alain Fischer a la chaire de médecine expérimentale, qui est une des rares chaires permanentes au Collège de France, probablement une des plus prestigieuses. Et il a, au titre que justement c'est un grand médecin, un grand expérimentateur et un des initiateurs avec succès de la première thérapie génique faite sur l'humain, en l'occurrence. Vous avez tous en mémoire les bébés bulles. À ce titre, il est évidemment professeur au Collège de France, qui n'est pas grand-chose, mais il a reçu récemment le prix Japon, le Japan Prize, qui est une des plus grandes reconnaissances internationales qu'un chercheur puisse obtenir aujourd'hui. Et je le remercie d'avoir accepté de nous parler des vaccins. Mon titre est peut-être légèrement provocateur, puisque, comme vous pouvez le lire, vous allez mieux le lire quand la lumière va légèrement s'estomper, merci. La médecine face à la nature, est-ce un combat acceptable? Ce qui veut dire que peut-être faut-il considérer l'idée que la bonne santé, ou la santé tout court, n'est pas un état naturel. À titre d'exemple, un domaine qui m'est assez cher, les maladies génétiques, les maladies héréditaires, 2 à 3% des enfants naissent avec une maladie héréditaire. Et ces maladies existaient il y a 5000 ans, on en a des traces, et donc ce sont des erreurs de la nature. Donc c'est certainement pas un état de santé naturel. Mais bien sûr, la bonne santé, la santé est une préoccupation de l'homme depuis que l'homme existe. Face à la mort, face à la maladie, face à la douleur, d'où le fait que toutes les sociétés ont intégré dans leur collectif des êtres qui sont capables d'être les médiateurs face aux difficultés pendant bien longtemps incomprises. Je pense aux chamans, et je dois dire que j'ai récemment vu donc, cette sculpture que vous pouvez voir aussi, qui est au Musée des Beaux-Arts à Montréal, qui représente un chaman en transformation. Je la trouve assez émouvante, et à mon avis, elle symbolise bien la constante préoccupation, pour ne pas dire plus, l'angoisse de l'être humain face à son devenir. Donc les sujets dont je voudrais parler dans ce contexte, bien des sujets pourraient être évoqués liés en médecine et nature, médecine et environnement. Un premier sera quelque chose que j'ai essayé d'appeler évolution des pathologies ou pathologie de l'évolution, au choix, vous verrez dans un instant, lié au défaut, comme vous allez voir, de synchronie entre l'évolution de notre génome, l'évolution de notre environnement et l'évolution de nos comportements. Et puis dans un second temps, j'évoquerai le fait que dans le contexte actuel, la révolution réelle qui s'est produite au cours de ces 50-70 dernières années, où la science est entrée en médecine, la médecine est devenue scientifique, la médecine est fondée sur les preuves, et donc il y a un conflit, j'en développerai un exemple avec la vaccination, entre une pensée qu'on peut qualifier de rationnelle, donc fondée sur des faits scientifiques, l'analyse des faits scientifiques, l'interprétation, et une pensée plus classique, compréhensible, qui est la pensée magique. Mais parlons d'évolution. Vous savez bien que les conditions de vie de l'être humain ont évolué de l'état de chasseur-cueilleur à l'état d'agriculteur. Je schématise naturellement, un grand raccourci. Une étape fondamentale s'est passée il y a environ 10 000 ans, et puis l'urbanisation et le caractère maintenant répandu des déplacements des êtres humains. Ce contexte, et notamment la frontière entre le statut de chasseur-cueilleur et l'agriculture, est un moment fondamental de l'évolution de l'environnement de l'homme et de la perte progressive de l'environnement naturel, ça veut dire où l'homme, que j'entends dans le sens où l'homme ne l'a pas modifié, qui a presque aujourd'hui disparu. Et cet environnement, il est pour l'homme, et dans son évolution, il a été, entre autres, considérablement modifié par les microbes avec lesquels nous vivons, plus ou moins en bonne intelligence. Certains en très bonne intelligence, cela a été évoqué à plusieurs reprises dans ce colloque, les milliards de bactéries et d'autres micro-organismes qui sont dans notre intestin, sur notre peau ou dans la partie supérieure de notre arbre respiratoire, mais aussi des pathogènes. Et nous savons, beaucoup d'études génétiques l'ont montré, que nous co-vivons, nous cohabitons, si je puis dire, avec l'agent du paludisme depuis plus de 100 000 ans, Helicobacter responsable des ulcères de l'estomac, la tuberculose,
la variole, la lèpre, le choléra, la peste et beaucoup plus récemment le sida, autant de pathogènes qui influencent notre génome et créent une pression de sélection par la mortalité qui y sont associées. On peut aussi y associer les microbes qui sont responsables d'infections, en anglais de crowd infections, s'il n'y a pas exactement un bon terme en français, disons d'endémies ou de pandémies qui se sont développées particulièrement les 500 dernières années avec l'urbanisation et donc le fait que les personnes vivent plus proches les unes des autres. On peut citer la rougeole, la diphtérie, la coqueluche, la grippe. Je n'ai pas cité au hasard ces infections, car avec celles qui sont également entourées de bleu ici, ce sont donc ces infections à recrudescence par épidémie, mais aussi celles qui sont l'objet de vaccination, et j'y reviendrai dans une seconde partie de mon exposé. Dans ce contexte, on peut considérer que, de façon schématique, l'état de santé des êtres humains résulte d'un compromis entre notre génome et notre épigénome, la régulation de notre génome, notre environnement, les microbes, je viens d'en parler, mais on peut penser aussi à l'accès aux nutriments, l'accès à l'eau, les conditions thermiques de vie qui modifient considérablement, naturellement, les conditions de vie et donc aussi indirectement notre génome par pression de sélection et nos comportements. Ces trois variables, et par définition, sont à la base de notre état de santé, mais elles ne sont pas indépendantes, je viens de l'indiquer, et de nombreux exemples pourraient être cités que je n'ai pas le temps d'évoquer à la minute. Mais le point important auquel je veux arriver, et qui va être la base de ma description de pathologie d'évolution, c'est que l'évolution de ces trois variables, génome, épigénome, environnement et comportement, ne sont pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur de temps. Schématiquement, c'est évidemment très simplifié, mais compte tenu des facteurs de sélection, les modifications du génome significatives à l'échelle populationnelle sont au moins de l'ordre du millier d'années, encore qu'il y a au moins une exception, alors que les modifications de l'environnement peuvent être assez rapides, quelques dizaines d'années, même si le plus souvent elles sont plus lentes, et les modifications du comportement parfois en quelques années, même si à nouveau elles peuvent être plus lentes. En tout état de cause, ce sont des ordres de grandeur, et ces ordres de grandeur définissent une asynchronie des échelles de temps, par définition, de ces facteurs d'adaptation de l'homme. Donc ce diagramme simple indique en fonction du temps l'adaptation à tel ou tel événement. Je vais être concret dans une seconde, où grosso modo l'évolution génétique est lente, liée aux facteurs de sélection, et par exemple une évolution de comportement alimentaire ou de contexte infectieux est rapide. Et la désadaptation de ces évolutions, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans un instant, est base et cause, excusez-moi, de maladies. Au moins dans deux domaines, probablement il y en a plus. Considérons la nutrition, où les conditions de nourriture ont considérablement changé au cours des siècles, et notre consommation de glucose ou de sucre est infiniment supérieure à celle que consommaient les chasseurs-cueilleurs vivant il y a 20 000 ou 30 000 ans, et nous sommes beaucoup plus sédentaires qu'eux, et nous savons que ceci est facteur de diabète et facteur d'obésité. Considérons notre système immunitaire, et je vais le développer un peu plus, il se trouve que c'est mon domaine de connaissance et de recherche, et nous savons, je vais vous le montrer maintenant, que les maladies allergiques sont communes, 20 à 30% de la population, les maladies inflammatoires et auto-immunes, qui touchent entre 5 et 10% de la population dans le monde occidental, sont en croissance. Et elles sont en croissance probablement liées à une situation qui est la suivante, qui est à nouveau en fonction du temps, si on étudie l'énergie que nous utilisons, que nous consommons pour nous défendre contre les microbes. Et schématiquement, on peut considérer qu'au cours du temps d'une lente évolution, et même d'une longue évolution, et qui en partie précède l'homme, ces dépenses ont cru. Nous avons dépensé de plus en plus d'énergie pour développer des systèmes de plus en plus sophistiqués pour combattre les différents microbes que j'évoquais tout à l'heure. Mais par contre, dans une période récente, on peut considérer que les besoins réels de lutte antimicrobienne, en tous les cas dans le monde occidental, ont décru. Et donc que cette pression de sélection par les pathogènes est moindre, au moins dans le monde occidental. Et ceci, probablement, et ceci rend compte, mais je vais essayer de le détailler un tout petit peu plus, de l'augmentation de fréquence récente, par récente je veux dire de ce dernier siècle, de survenue des maladies allergiques, inflammatoires et auto-immunes, et que l'aujourd'hui on peut essayer de conceptualiser par ce qu'on appelle une théorie de l'hygiène qui était le premier
la première fois évoqué par un chercheur américain, David Strachan, repris aussi par un collègue ici à Paris, Jean-François Bach. Et ces diagrammes simples vous montrent, dans le monde occidental, en fonction du temps, des années, comme vous pouvez le lire, la fréquence relative, l'incidence d'un certain nombre de maladies infectieuses, comme la tuberculose, la rougeole, qui a quasiment disparu grâce à la vaccination, j'y reviendrai, et à contrario, l'augmentation de fréquence d'un facteur parfois 3 ou 4, c'est assez considérable, la maladie de Crohn, maladie inflammatoire de l'intestin, la sclérose en plaques, maladie auto-immune du système nerveux, du diabète ou de l'asthme, donc une maladie allergique. Et ceci est épidémiologiquement aujourd'hui démontré, et l'intérêt est qu'aujourd'hui on peut s'intéresser aux mécanismes, et les mécanismes nous amènent à une notion nouvelle, que probablement cette notion de fragilité liée à une moindre pression infectieuse pourra être modifiée par manipulation médicale. Il semble que tout se joue dans la petite enfance. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais un certain nombre de facteurs d'environnement du jeune enfant modifient les risques d'allergie et sans doute de maladies auto-immunes et inflammatoires, et en particulier le fait de vivre dans des fermes au contact d'animaux domestiques. Et ceci est montré par des études de ce type, une parmi d'autres, études épidémiologiques sur des cohortes de milliers d'enfants qui vivent en Allemagne et en Suisse, où il est indiqué, comme vous pouvez le lire, la prévalence de survenue d'asthme chez les enfants qui vivent dans des fermes, les colonnes oranges, et contre des enfants vivant dans toute autre condition, essentiellement en milieu urbain. Vous voyez que le risque d'asthme est en gros diminué d'un facteur 2, et le risque d'atopie, c'est dans les maladies allergiques cutanées, l'eczéma, etc., d'un facteur 2, voire d'un facteur 3. Donc le fait qu'un enfant vive dans une ferme, et on sait que ça se passe dans les premières années de vie, est un élément protecteur contre ces maladies allergiques, et on sait que c'est lié à l'exposition microbienne. À gauche, concernant les bactéries, à droite, les champignons, à nouveau ces cohortes d'enfants. Tout simplement, l'axe horizontal indique la diversité bactérienne mise en évidence dans la poussière des maisons de la chambre des enfants. Les choses ont été faites de façon très, très précise. Pour les enfants vivant en ferme, vous voyez qu'il y a une diversité bactérienne qui est très élevée comparée à ceux qui ne sont pas dans des fermes. Et surtout, le point important, c'est que plus la diversité bactérienne, donc plus il y a d'extraits bactériens différents trouvés dans la chambre des enfants, plus le risque d'asthme est faible. Et il en est de même ici concernant les champignons. Donc il semble y avoir une relation inverse entre l'exposition aux microbes dans la petite enfance, et ceci étant favorisé dans un milieu agricole, donc qui est protecteur à l'égard de ces manifestations auto-immunes ou inflammatoires. Sans entrer dans trop de détails immunologiques, sachez qu'il y a aujourd'hui des modèles pour rendre compte de ce phénomène. Ici, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde occidental, dans le milieu urbain, donc où vivent la plupart des personnes et des enfants. Au niveau, par exemple, de notre arbre respiratoire, nous avons ici des cellules dites épithéliales et en dessous des cellules du système immunitaire. Lorsqu'elles sont stimulées par des acariens, qui est la source principale d'allergie, éventuellement compliquées d'infection virale, les cellules du système immunitaire qui vont être mises en jeu sont celles qui ont été, entre guillemets, programmées génétiquement par notre évolution à combattre des parasites, des vers de terre, qui sont responsables de maladies chroniques extrêmement sévères, encore observées par exemple en Afrique, mais qui ont disparu chez nous. Donc un système génétiquement développé, sélectionné il y a 50 ou 100 000 ou 50 000 ans, est en fait utilisé, entre guillemets, par erreur, pour combattre ces parasites ou ces allergènes, qui sont des allergènes et qui provoquent par exemple l'asthme. A contrario, chez les enfants nés dans des fermes ou dans le monde non occidental, où les contacts microbiens restent multiples, sont source d'infections par ailleurs naturellement, eh bien le système immunitaire est stimulé de façon différente. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais la résultante en est que les anticorps produits ne sont plus des IgE, je pense que chacun sait que les IgE sont associés à l'allergie, mais d'autres types d'immunoglobulines, d'autres cellules, si bien qu'il y a un certain contrôle de ces risques de maladies allergiques. Il en est de même pour les maladies inflammatoires de l'intestin, même type d'études épidémiologiques. Chez les enfants vivant dans des fermes avec animaux, le risque de développer ultérieurement une maladie inflammatoire de l'intestin est beaucoup plus faible que celui des enfants vivant dans des villes. Donc là, on a un assez bel exemple de relatif dysfonctionnement de programmes qui ne sont pas chronologiquement coordonnés entre notre génome,
qui est programmé pour combattre des infections sévères avec lesquelles nous ne sommes plus en contact, et de ce fait les conséquences en termes de réactions excessives ou inappropriées de notre système immunitaire. L'intérêt de ces études, c'est qu'au-delà de la compréhension, elles ouvrent des possibilités de modification et d'utiliser certains antigènes microbiens pour prévenir chez les jeunes enfants les risques de maladies allergiques ou auto-immunes ou inflammatoires telles qu'elles peuvent survenir au cours de la vie. Mon second point que je voudrais discuter donc est que dans le contexte que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, où la médecine est devenue scientifique en gros depuis 1950 pour simplifier, alors qu'au préalable, eh bien, pour l'essentiel, à part un tout petit peu la chirurgie au XIXe et au XXe siècle, les médecins n'avaient guère de fonction non négligeable que de rassurer et d'essayer de soulager, mais non pas de s'attaquer aux problèmes des maladies. Donc dans ce nouveau contexte, qui est une vraie révolution conceptuelle et réelle, pratique quotidien de la médecine, qu'en est-il de la perception de ces progrès de la médecine entre vision rationnelle et, entre guillemets, magique? Il est indéniable que ces progrès d'une médecine dite scientifique ont des conséquences, puisqu'elles participent, même si elles ne sont pas les seules à l'expliquer, mais elles participent du progrès dans l'espérance de vie, qui est considérable, comme vous le savez, progrès dans l'espérance de vie en bonne santé. On a gagné dans les pays occidentaux 3 années de vie en bonne santé au cours des 15 dernières années, c'est tout à fait considérable, mais ceci s'accompagne de l'accroissement du nombre de personnes vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques qui seraient décédées antérieurement et qui aujourd'hui vivent avec un cancer ou avec une maladie inflammatoire ou une maladie cardiovasculaire, par exemple. Donc dans ce contexte, quelles sont les conséquences sur le comportement en termes face à la médecine, face aux possibilités de la santé, en domaine rationnel ou magique? Il y a 3 hypothèses, avant d'entrer dans un exemple. Un modèle optimiste, qui est de considérer qu'en fonction du temps, du progrès des connaissances, de la diffusion de ces connaissances, de l'éducation d'abord des professionnels de santé, puis de la population, et la population, qu'une pensée non rationnelle magique s'estompe au bénéfice d'une pensée rationnelle dans la mise en jeu des actions de santé. Un autre modèle qu'on ne peut exclure, c'est que ces variables soient indépendantes, et autrement dit, que le type de pensée magique ne se modifie pas, quel que soit le niveau des connaissances et le niveau d'éducation. Et peut-être aussi peut-on considérer toutes sortes de modèles intermédiaires, et d'ailleurs modèles intermédiaires en fonction du sujet traité, les choses étant évidemment plus compliquées qu'une vision globale que l'on puisse envisager de ces discussions dans le domaine de la santé. Quelques exemples de pensée magique moderne. J'en évoque 3 et je vais en détailler un. Et qui toutes, finalement, font référence sur un plan pratique à un retour au passé, probablement avec une vision mythique d'un passé idéalisé. L'exemple du régime sans gluten, je pense que vous avez tous entendu parler et vous avez tous lu des publicités pour le fait, y compris un grand joueur de tennis, Djokovic, ne mange pas de gluten en pensant que c'est bon pour la santé. C'est simplement revenir à avant l'âge de l'agriculture, l'ère de l'agriculture, puisque le gluten est contenu dans les céréales. Donc c'est un espèce de retour mythique à une vie d'avant 10 000 ans, qui n'a aucune justification rationnelle dans l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui. Les vaccins, je vais en parler en détail, c'est un retour à il y a 200 ans, puisque le premier vaccin contre la variole, la vaccine, a été développé il y a maintenant 200 ans. On peut aussi évoquer, bien sûr, l'ensemble des thérapeutiques alternatives dites naturelles, qui sont supposées être bénéfiques, mais qui ont peu de substratum scientifique. Quand je dis peu, c'est pour dire pas. Mais qui sont populaires et peut-être de plus en plus populaires. Et ceci est source de confrontation, de difficultés à l'échelle des sociétés. Et je pense que l'exemple de la vaccination, qui est un sujet d'actualité en France, il se trouve que j'ai travaillé sur ce sujet tout au long de l'année 2016, en est une bonne illustration. Donc je vais prendre quelques minutes pour l'évoquer plus en détail. Je pense que dans le domaine de la vaccination, ma vision des choses, c'est qu'après une progression au fur et à mesure de l'apparition des vaccins, j'ai évoqué il y a 200 ans la vaccination contre le tétanos, la vaccination contre la diphtérie date des années 20-30, avant la guerre, puis d'autres vaccins après la guerre, il y a eu une adhésion de la population, en moyenne, et donc dans ce domaine, une action liée à une pensée rationnelle croissante et une pensée magique décroissante, bien qu'il y ait toujours eu, dès l'apparition des vaccins, des personnes qui aient considéré avec hostilité ou défiance ces vaccins.
Mais mon point est de considérer que cette pensée magique regagne du terrain, a regagné du terrain, notamment en France, au cours de ces 20 à 30 dernières années. Je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse un instant. Je me permets de rappeler le principe de la vaccination pour que chacun sache de quoi on parle. Vacciner des enfants, ou éventuellement à tous les âges de la vie, bien sûr, permet de protéger contre les maladies infectieuses à l'égard desquelles les vaccins sont pratiqués, grâce à la mémoire immunitaire, donc à la capacité de produire longtemps des anticorps et de développer d'autres types de réponses immunitaires qui sont protectrices. Et on sait, par des calculs mathématiques assez simples, que même pour des maladies extrêmement contagieuses, comme la rougeole, si on obtient 95% d'une population, si plutôt 95% d'une population est correctement vaccinée, la maladie disparaîtra. Parce que non seulement la personne vaccinée est protégée, mais les autres personnes non vaccinées ou non vaccinables le sont également. Par exemple, les quelques personnes non vaccinées, s'ils ne sont pas trop nombreuses, les enfants non vaccinés, moins de 5%, les petits nourrissons qui sont à risque de coqueluche ou de méningite avant l'âge où on commence à vacciner, c'est 2 mois, très tôt, mais on peut être malade avant l'âge de 2 mois. Les personnes immunodéficientes, traitées pour cancer ou d'autres maladies auto-immunes ou nécessitant une immunosuppression, sont à risque de maladies infectieuses qui peuvent être prévenues par les vaccins, mais ces vaccins ne peuvent pas les recevoir elles-mêmes, donc il faut que ce soit leur environnement qui soit vacciné. Et les personnes âgées, car au-delà d'un certain âge, 75-80 ans, nos capacités d'immunisation régressent, donc les personnes âgées, par exemple à l'égard de la bactérie qui s'appelle le pneumocoque, sont protégées par la vaccination de leur environnement familial ou dans les maisons d'accueil de personnes âgées du personnel de santé. Donc cette notion de protection de groupe, donc de solidarité, est évidemment fondamentale dans toute discussion autour de la vaccination. La vaccination est considérée comme étant la plus grande avancée de la médecine, le médicament qui a sauvé le plus de vies. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'environ 2 500 000 vies sont sauvées chaque année grâce à la vaccination, mais qu'il y a encore beaucoup de défauts. Par exemple, on estime qu'environ 150 000 enfants dans le monde meurent encore chaque année de rougeole, alors que le vaccin existe et qu'il est efficace. Néanmoins, donc, les succès sont importants. La variole a été éradiquée, chacun le sait, depuis les années 80, et bien grâce à la vaccination. En France, la poliomyélite, la diphtérie, ces 2 maladies graves qu'ont connues nos parents, ont disparu, et beaucoup d'autres ont régressé, la rougeole que j'ai déjà évoquée et certaines autres. Si bien que les différents pays responsables et concernés promeuvent la vaccination. Vous avez sur cette image ici un exemple d'affiche utilisée en Chine en 1952 pour promouvoir la vaccination. Et malgré cela, malgré ces succès indiscutables, il y a donc un certain degré de défiance, en particulier dans notre pays. Et je voudrais l'illustrer sans vouloir être trop polémique, mais néanmoins à travers la présentation que peuvent en faire les médias, et des médias qui ne sont pas des moindres. Par exemple, le journal Le Monde, dans son édition du 9 décembre 2016, il y a un an environ, a publié 2 articles assez critiques à l'égard de la vaccination, accompagnés de ce dessin où vous voyez un médecin, j'imagine, qui utilise une seringue, une aiguille, comme arme, je pense qu'on ne peut pas l'interpréter autrement, pour attaquer ce pauvre papillon. C'est une image de la vaccination un tout petit peu surprenante, ce d'autant qu'elle est reproductible, c'est-à-dire que le Monde du samedi 7 octobre, je n'ai pas une fixation sur le Monde, mais il se trouve que c'est le journal Le Monde qui a publié ces images. Le 7 octobre 2017, donc il y a quelques jours, dans un supplément, un des cahiers supplémentaires du Monde, est en première page cette image qui occupe toute la page du journal, peut-être l'avez-vous vue, qui montre une photo assez ancienne d'une jeune fille en train d'être vaccinée, mais entourée d'un serpent visiblement animé d'intentions relativement agressives. Et vous voyez que le point de départ du serpent se situe dans l'aiguille. Donc ce n'est pas tout à fait l'image la plus positive que l'on peut présenter la vaccination. Et ce dessin, cette photo illustre un dossier, un long dossier, qui est titré ou sous-titré « Vaccin, scandale sanitaire, désinformation, la défiance des Français envers le corps médical et l'industrie pharmaceutique s'accroît ». Ce qui n'est pas faux, mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'on met dans la même phrase les mots « vaccin, scandale sanitaire et désinformation ». Je vous laisse juger. Donc d'autres se sont manifestés également de façon
encore plus radicalement négative à l'égard des vaccins. Pendant sa campagne électorale récente, Donald Trump a émis ce genre de tweet: Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes autism. Donc c'est l'accusation que les vaccins provoquent l'autisme. C'est une affaire sérieuse qui a provoqué temporairement en Grande-Bretagne une chute de la vaccination contre la rougeole, parce que c'est spécifiquement ce vaccin-là qui est attaqué. Et aujourd'hui, donc, le président des États-Unis lui-même met en avant ce genre d'arguments dont on sait qu'ils sont absolument faux, et que le médecin qui initialement avait proposé ce lien entre vaccin et autisme a triché délibérément, et que ces publications ont été retirées, et en plus il l'a fait pour des raisons pécuniaires. Néanmoins, cela existe et c'est actuel. Et donc c'est devenu un défi de santé publique. Et en France, si on étudie un tout petit peu ce qui passe en France, la perception de la vaccination n'est pas ce qu'elle devrait être. D'un côté de la balance, on met un poids excessif dans les risques des vaccins. Vous avez sûrement tous entendu parler des risques associés avec les adjuvants liés à l'aluminium, qui ne sont pas scientifiquement fondés. Je répète, qui ne sont pas scientifiquement fondés. Et on évoque aussi que le fait notamment de vacciner les jeunes enfants affaiblirait les défenses naturelles, ce qui est totalement faux. Et à l'inverse, le plateau de la balance qui devrait être plus bas, celui-ci, des bénéfices, ces bénéfices sont méconnus ou oubliés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est parce que justement ces infections ont régressé. Et en pratique, aujourd'hui, il y a une défiance significative. Les dernières enquêtes, 25% de la population française n'a pas confiance réellement dans au moins un vaccin. Il y a une certaine défiance même chez les professionnels de santé, si bien que, si on ne prend que les enfants, seulement 80% des enfants français sont vaccinés selon les recommandations en usage, ou les 3 vaccins actuellement obligatoires. Et peut-être plus grave encore, même si on en parle moins pour l'instant, il y a un quasi-refus de la population française de la recommandation de la vaccination contre les virus qui s'appellent les virus des papillomes, qui provoquent le cancer du col de l'utérus, alors que l'on sait que ces vaccins sont efficaces. D'ailleurs, ils ont valu ces dernières semaines aux 2 inventeurs le prix Lasker, qui est la plus grande récompense dans le domaine de la recherche médicale aux États-Unis. Et en France, pourtant, seulement 15% des jeunes filles auxquelles ces vaccins sont recommandés se trouvent être vaccinées, contre 80 ou 90% dans les pays du nord de l'Europe. Donc cette situation est sérieuse, elle est même tragique, et je vais vous montrer quelques secondes, excusez-moi, mais je pense que de temps en temps des images fortes sont nécessaires, les drames auxquels la non-vaccination expose. Voici la situation d'un jeune bébé qui a développé une méningite, un méningocoque à l'égard duquel un vaccin est possible, et qui a développé une complication extrêmement grave, avec, vous voyez, ces images violettes des membres qui vont vers la nécrose, si bien que ce genre d'enfant est exposé à cela. Ce sont des drames qui sont vécus chaque année, au nombre de 10, 20 ou 30 cas par an, encore en France, d'amputation des membres supérieurs ou des membres inférieurs. C'est ça le drame qu'il faut éviter par la vaccination. Donc ce n'est pas une discussion ésotérique, on discute de sujets majeurs dans le domaine de la santé. Cette perception n'est pas la même partout. Dans les pays du nord de l'Europe ou en Grande-Bretagne, c'est l'inverse. La situation actuelle est qu'il y a une adhésion satisfaisante de la population à la vaccination, et les vaccins n'ont pas besoin d'être obligatoires pour être pratiqués de façon convenable. Donc, face à cette situation, comment peut-on l'analyser plus avant? Quelle cause? Quel mécanisme? Je pense que l'on peut, sans vouloir être trop long, mentionner une certaine volonté individuelle d'une liberté de décision en matière de santé qui est parfaitement respectable lorsqu'il s'agit de soi-même. Cela correspond d'ailleurs à ce que la loi Kouchner, votée en 2002, a mis en place, mais qui ne tient pas la route pour la vaccination compte tenu de son caractère collectif, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Cette notion de citoyen expert qui peut être assez redoutable. Il se trouve que les pays latins, dont la France, ont une culture de prévention assez faible en santé. Notre pays a été malheureusement frappé de scandales sanitaires et aussi de crises sanitaires autour de vaccination. L'histoire de la grippe H1N1 en 2009, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais l'ensemble constitue un corpus de faits qui probablement ont favorisé cette relative défiance. Et il faut aussi considérer le contexte de la source d'information, des sources d'information. Les médecins qui restent en première ligne, mais qui sont parfois dépassés, leurs témoignages sont éloquents face aux difficultés rencontrées devant des hésitations ou des défiances. Les réseaux sociaux qui, depuis 20 à 30 ans, diffusent sans ménagement les messages les plus hostiles à la vaccination, et des médias
qui peuvent les amplifier et amplifier des croyances, sans vouloir à nouveau être absolument obsessionnel à l'égard du journal Le Monde. Les deux exemples que j'ai indiqués tout à l'heure, parmi d'autres dans d'autres médias, l'illustrent. Donc dans une situation où il y a une certaine volonté, qui d'ailleurs se retrouve dans d'autres domaines, de décrédibilisation des experts, une forme de crise de légitimité des experts. Donc face à cela, il faut y ajouter un silence des autorités sanitaires jusqu'à l'année dernière. Aucune réaction à la montée de la pensée magique relayée par certains. Qui sont les producteurs de cette pensée magique, de façon sincère ou insincère? Quelques militants idéologiques, peu nombreux, mais bien illustrés et développant bien leurs arguments donc, sur les sites Internet. Aux États-Unis, mais pas en France, certains groupes religieux. Quelques médecins gourous, quelques-uns sont connus en France, qui essayent de développer ce type de pensée magique, et une instrumentalisation politique. Je n'y reviens pas, j'ai évoqué Trump, j'aurais pu évoquer Madame Le Pen, ou je pourrais évoquer certains écologistes en France et d'autres ailleurs. Et les médias, parce qu'après tout, la confrontation d'opinion est un phénomène tout à fait favorable à l'audience des médias, et puis que l'idée du relativisme où toutes les opinions se valent, qu'il s'agisse de faits scientifiques évalués par une communauté scientifique large ou l'opinion d'un individu, ça vaut la même chose et on peut les confronter. Donc face à cela, comment réagir? Évidemment, les autorités de santé, depuis longtemps, cherchent à informer, éduquer, rendre plus audible la parole experte, essayent d'avoir une politique volontariste, mais les limites, on les a vues, et actuellement, la situation en France et dans quelques autres pays, comme l'Italie par exemple, n'est pas favorable. Ceci a conduit à une proposition qui a été élaborée par Marisol Touraine, la précédente ministre de la Santé, d'une conférence citoyenne sur la vaccination, qui a eu lieu l'année dernière, que j'ai animée, c'est pour ça que je profite de cela pour parler un peu plus de ce sujet, avec l'idée d'une tentative de légitimation sociale d'une approche rationnelle dans un domaine de santé publique et la vaccination, à condition de faire savoir et à condition ensuite que cela soit pris en compte dans l'action politique. Alors une telle conférence a eu lieu, je vais vous en montrer quelques images si j'y arrive, ce n'est pas gagné. Là, je dois faire... Bon, si ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave. Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous auriez vu quelques images des jurys de citoyens qui se sont réunis pendant 6 jours, ont été formés aux questions de vaccination, ont élaboré leurs questions, ont interrogé qui le souhaitait et ont élaboré des recommandations, des propositions qui ont été discutées avec un comité d'experts et qui ont conduit à faire des propositions au gouvernement, évidemment dans les domaines de l'éducation, du faire savoir autour de la vaccination, mais aussi de contraindre, d'obliger, ce qui peut paraître éventuellement un peu surprenant, mais la proposition a été faite, et comme vous le savez sans doute, était retenue par la présente ministre de la Santé, d'élargir l'obligation vaccinale pour les vaccins effectués chez les enfants de moins de 2 ans, cela représente 11 vaccinations, selon un principe de responsabilité et une idée citoyenne qui est la défense d'un bien commun. Et je pense que l'on peut considérer que le domaine de l'obligation fait partie des outils de l'action publique, comme cela a pu être le cas, par exemple, pour la sécurité routière dans le passé. Il est possible que cette contrainte soit en elle-même un facteur d'acceptabilité, excusez-moi, parce que c'est un signal fort, et de fait, une loi dans ce sens a été présentée récemment au Conseil des ministres. Donc je pense que le sujet de la vaccination, qui n'est pas terminé en France, qui n'est pas près de l'être, dont on ne sait pas encore donc, si les effets de cette conférence citoyenne ce sont ceux que l'on espère, c'est-à-dire qu'au-delà des recommandations faites, elles soient réellement mises en œuvre et suivies par la population, c'est un assez bon exemple, de mon goût assez tragique, du maintien, pour des raisons que j'ai essayé de discuter, d'une pensée magique dans un contexte où pourtant les progrès scientifiques devraient primer. Pour terminer, je voudrais évoquer une autre situation très différente, mais qui est, je trouve, pas inintéressante et montre la complexité du sujet, parce qu'une présentation entre pensée rationnelle et magique est un tout petit peu schématique, évidemment, et simplificatrice. Mais je vais vous montrer un exemple avec une diapositive et un fait. C'est une possible appropriation de la science par la pensée magique. Ça peut paraître un peu paradoxal. Et pour cela, je vais me fonder sur ce qui se développe actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire des sociétés comme la Human Longevity Incorporated, qui a été créée par un très grand scientifique, Craig Venter, dont vous avez l'image à droite,
Craig Venter, il faut le savoir pour ceux qui ne le connaissent pas, est un de ceux qui a séquencé le premier le génome humain. C'est quand même une étape très importante de la connaissance de l'homme et de la biologie de l'homme, et qui depuis continue à développer des projets audacieux de biologie synthétique, mais aussi donc à créer cette boîte qui cherche à faire que nous vivions mieux, plus longtemps, mais peut-être pas complètement avec une idée scientifique. L'image du monsieur à gauche, c'est juste la publicité. Et ce qu'offre cette entreprise, c'est si vous acceptez de payer 2 500 $, si vous arrivez à lire ce qui est inscrit dans le rectangle rouge, pour ce prix, ils séquenceront votre génome, ils vous poseront des questions, interagiront aussi avec votre médecin et vous recommanderont toute une série d'actions pour vous maintenir en bon état de santé très longtemps. Si vous êtes un peu plus curieux ou généreux ou riche, vous paierez 7 500 $ et vous aurez le droit au programme Gold. Et le programme Gold vous permettra d'avoir accès à d'autres informations sur votre corps et donc on vous conseillera encore mieux sur ce qui est bon pour vous pour vivre longtemps et en bonne santé. Et si vous êtes infiniment riche, vous paierez 25 000 $ et vous serez dans le programme Platinum. Je souris, mais c'est une réalité. Vous pouvez aller sur le site Internet de cette entreprise et vous aurez évidemment une proposition encore plus fastueuse. Derrière cela, il y a un certain nombre de choses. Il y a évidemment une façon de gagner de l'argent, évidemment l'utilisation d'une certaine appétence de l'homme. À nous tous, nous avons envie de vivre en meilleure santé possible, le plus longtemps possible, pourquoi pas plus que ce qui est programmé par notre environnement biologique actuel. Et Craig Venter, qui est un très grand scientifique, utilise ces informations parce que d'un autre côté, il obtient donc des séquences de génome d'un grand nombre de personnes, un certain nombre d'informations dont lui, il pourra tirer peut-être des informations pertinentes. Donc cette situation est une intrication, à mon avis, un peu inquiétante, peut-être un peu malsaine, entre pensée magique et pensée rationnelle. Quelques conclusions pour finir, qui reprend l'ensemble de ce que j'ai essayé d'évoquer. Notre état de santé est en partie déterminé par les conséquences de phénomènes d'adaptation génétique par sélection, notamment microbienne, mais aussi dans l'environnement nutritionnel survenu il y a longtemps, des dizaines de milliers d'années, dans un environnement naturel qui était bien sûr très différent du nôtre, mais qui pèse sur notre santé encore aujourd'hui, compte tenu des délais d'évolution. La science apporte des connaissances susceptibles de remédier, au moins en partie, à cette relative inadaptation. J'ai fait allusion à des probables interventions à venir pour prévenir les risques de maladies allergiques, inflammatoires ou auto-immunes chez les jeunes enfants par des procédés non invasifs. Pour finir, je dirais que la survivance d'une pensée magique peut faire obstacle à l'application de ces progrès et que sans doute le défaut d'écoute et d'empathie qui existe réellement dans le milieu de la santé, ceci est indéniable, peut en être un facteur malheureusement de promotion sur lequel il faut aussi agir. Enfin, et j'ai conclu tout à l'heure par cela, on observe l'émergence d'une nouvelle pensée magique paradoxalement adossée au progrès scientifique et peut-être que Craig Venter, je ne l'espère pas, mais que peut-être Craig Venter est le chaman du XXIe siècle. Je vous remercie.